Sarah, pour deux simples raisons. La Cisjordanie, de jour en jour, elle devient de plus en plus calme. Abou Mazen pense qu'il a envoyé le message à la communauté internationale et à Israël que si jamais la situation explose, éclate, qu'est-ce qui va se passer? Aujourd'hui, c'était la journée la plus calme, malgré que c'était... Alors on va le voir un peu plus tard, parce qu'on se rendra avec nos envoyés spéciaux, et notamment Maël Benoliel, que l'on rejoindra à Ramallah. On fera le point, bien sûr, sur la situation en Cisjordanie. Venons-en maintenant à ce cabinet de sécurité que Benyamin Netanyahou a réuni en urgence cet après-midi. Et je vous propose d'écouter sa déclaration. On en parle ensuite. Aujourd'hui, nous allons décider à une série de mesures strictes supplémentaires dans notre lutte contre l'incitation et le terrorisme. Ils seront mis en œuvre sur le terrain au plus vite. Israël va s'occuper des meurtriers et ceux qui les organisent et tous ceux qui les aident. Nous leur ferons payer le prix. Tous ceux qui lèvent la main pour nous porter atteinte sera frappé. Nous utiliserons, et je n'hésiterai pas à utiliser, tous les moyens qui sont en notre possession pour ramener le calme dans les villes israéliennes. Parallèlement, nous avons d'autres mesures dans les territoires que nous avons mises en place en raison de cette vague d'attentats. Et on rejoint tout de suite Maxime Perez qui est en direct avec nous depuis Jérusalem. Maxime Perez, bonsoir. Que faut-il retenir de l'intervention de Benyamin Netanyahou ? Ce qu'il faut retenir, c'est que le discours est toujours celui de la fermeté du Premier ministre israélien, mais il n'y a pas d'escalade dans le vocabulaire. Benyamin Netanyahou s'est bien gardé de parler d'intifada, il s'est bien gardé de parler également de bouclage de Jérusalem-Est, parce que cela aurait évidemment des conséquences à la fois sur le plan sécuritaire. Il faut parler aujourd'hui, il faut comprendre aujourd'hui qu'à Jérusalem-Est, il y a quasiment une situation d'équilibre démographique entre le nombre d'habitants juifs et arabes, et que cela reviendrait de facto à diviser la ville sainte, ce que refuse le Premier ministre israélien. C'est même son leitmotiv, celui du Likoud, de maintenir indivisible Jérusalem. Et à côté de cela, il parle tout de même de mesures extrêmement significatives qui vont être appliquées très rapidement sur le terrain. Et pour ne citer que l'une d'entre elles, celle qui pourrait entrer en vigueur dans les prochaines heures, c'est le déploiement de l'armée israélienne en renfort de la police. C'est une mesure qui n'était pas arrivée depuis la seconde intifada en 2000. À cette époque, des tirs visaient le quartier de Jérusalem de Gilo, en provenance du quartier palestinien de Bet Jala, à côté de Bethléem. Alors on va revenir en plateau bien sûr sur cette intervention de Benyamin Netanyahou, mais Maxime Perez, vous êtes ce soir à Jérusalem devant la porte de Damas, où de nombreux attentats ont eu lieu ces derniers jours. Quelle est l'ambiance ce soir à l'endroit où vous vous trouvez ? Écoutez, nous nous trouvons à l'entrée de la porte de Damas, qui est un lieu qui a été le théâtre de nombreux attentats depuis maintenant une dizaine de jours. Quasiment la moitié des attaques au couteau qui ont visé des Israéliens se sont déroulées dans ce secteur est de Jérusalem. Ce soir, la situation est calme. Il n'y a pas eu d'autres incidents majeurs après ces deux attaques de ce matin, qui d'ailleurs ont été perpétrées dans un tout autre secteur de Jérusalem. Mais évidemment, le déploiement policier est toujours aussi important, aussi visible, peut-être même dissuasif, pourrait-on dire, pour éviter à la fois un nouvel attentat, si tant est qu'il y ait des intentions d'en perpétrer, et puis aussi pour sécuriser le passage de fidèles juifs qui veulent se rendre au mur des lamentations, en passant donc par cette partie est de Jérusalem. Voilà pourquoi, évidemment, il y a toujours une tension très palpable. Merci beaucoup Maxime Perez, en direct donc avec nous depuis Jérusalem. Dror, nous allons revenir bien sûr sur ce discours de Benyamin Netanyahou. Pas d'annonce de mesures concrètes, pourtant il l'a dit, il va durcir les mesures de sécurité. De quoi parle-t-il ?
Bon, c'était pas le contexte véritablement ce discours pour annoncer des mesures de sécurité, puisque c'était un discours prévu de longue date qui était censé rendre hommage au ministre Chavam Ze'evi qui avait été assassiné il y a tout juste 14 ans. Bien évidemment, Benjamin Netanyahu n'a pas pu. Contexte très particulier. Il n'a pas pu ignorer la situation actuelle. Donc il a annoncé en des termes très vagues et très flous une série de mesures sécuritaires dont il n'a pas précisé la nature. Est-ce que oui ou non, comme l'a demandé le chef de l'opposition et comme le demandent d'autres ministres de droite, on peut effectuer aujourd'hui un bouclage de Jérusalem-Est afin d'empêcher ces Arabes israéliens de venir perpétrer des attentats en Israël? Écoutez, Benjamin Netanyahu est soumis à une pression populaire et à une pression politique de plus en plus forte. Il ne peut pas se permettre le luxe de ne pas prendre des mesures tout à fait hors du commun, tout à fait drastiques pour tenter d'enrayer la vague de violence. Bouclage des quartiers arabes de Jérusalem-Est, peut-être pas. En tout cas, déploiement non seulement de policiers mais de soldats. Et comme l'a dit Maxime tout à l'heure, l'armée israélienne ne se déploie que très rarement à Jérusalem-Est, puisque selon l'État d'Israël, Jérusalem est unifiée. Les quartiers est de Jérusalem font partie de l'État israélien. D'ailleurs, Jérusalem-Est fait partie des rares territoires conquis en 67 qui ont été annexés à Israël, donc qui font officiellement, d'après la loi israélienne, partie de l'État d'Israël. Donc l'armée, en principe, n'a rien à y faire. La police, les gardes frontières, oui. L'armée, non. Mais là, la situation est tellement sensible et la population israélienne réclame bien évidemment des mesures hors du commun. 80% des terroristes qui sont passés à l'action au cours de ces derniers jours sont originaires de Jérusalem-Est, donc on peut s'attendre à ce que, effectivement, des unités de l'armée soient déployées autour de ces quartiers et se livrent à des contrôles très réguliers de la population arabe de Jérusalem-Est. C'est évidemment une mesure drastique. Ali Waked, l'armée à Jérusalem-Est, est-ce que ça peut apaiser les choses ou au contraire mettre de l'huile sur le feu? Non, à mon avis, ça va mettre de l'huile sur le feu. Et c'est une déclaration politique de la part d'Israël que dans une ville israélienne, que les Israéliens réclament unis, on emploie l'armée israélienne. Mais je vais donner le profil des Palestiniens qui se trouvent à Jérusalem-Est. On parle de plus ou moins 300 000 personnes qui, 1, suivent le système scolaire palestinien. 2, au cas des litiges juridiques, la très grande majorité des citoyens de Jérusalem-Est préfèrent s'adresser aux tribunaux de l'autorité palestinienne. 3, comme moi je veux porter plainte contre un voisin, si moi je suis un Palestinien de Jérusalem-Est, je le ferai auprès des services de sécurité de l'autorité palestinienne. Et 4, et on n'en parle pas beaucoup, au cas d'actes de problèmes entre Palestiniens, il y a de temps en temps la police israélienne fait appel aux services de sécurité palestiniens pour qu'ils opèrent civilement, pas en uniforme, dans certains... Alors justement, vous parlez d'une rupture avec les Arabes qui se trouvent à Jérusalem-Est, peut-être également une rupture que l'on voit de plus en plus avec les Arabes israéliens, et peut-être que Benjamin Netanyahou l'a compris aujourd'hui, celui qui appelait, je vous le rappelle, durant les élections, les Israéliens juifs à courir voter parce que les Arabes, eux, se rendaient en masse dans les bureaux de vote. Aujourd'hui, ce même Premier ministre israélien a appelé, vous allez l'entendre, la communauté arabe à cohabiter. Il les a même flattés. On l'écoute. Direction des Arabes israéliens. Ne vous laissez pas entraîner par les incitateurs qui veulent enflammer le pays. Nous vivons ensemble. Nous croyons à la cohabitation. Il est facile de tirer les fils qui nous unissent. Ne vous laissez pas entraîner. Vous êtes un public large et je suis fier de vous. Au sein des Arabes israéliens qui comprennent ce que je dis. Et leurs responsables doivent trouver le courage de dire ces choses-là et de se mettre face aux radicaux. Benjamin Netanyahou, fier des Arabes israéliens. Ali Waked. Moi, je pense qu'il peut être fier parce que c'est une très petite minorité qui a participé aux émeutes qu'on a vues. Même quand on voit les défilés à Sakhnin, aujourd'hui, il s'agit de quelques centaines qui ont participé pour commémorer les 13 Palestiniens les 13 Arabes israéliens qui ont été tués par les balles de la police israélienne aux émeutes de l'an 2000 à la veille de la deuxième intifada ou au premier jour de la deuxième intifada. Il y avait aussi quelques centaines. Donc, les Arabes israéliens veulent
protester contre ce qu'ils considèrent comme une discrimination de laquelle ils souffrent ou contre un changement du status quo à Jérusalem, mais non sans défier les services, les autorités israéliennes. Ils mènent une lutte en tant que citoyens israéliens qui luttent pour devenir citoyens de première classe. Alors la grève générale qui a été lancée par le comité de suivi des Arabes israéliens aujourd'hui n'a pas été suivie par tous les commerçants arabes israéliens, loin s'en faut. À Haïfa, dans d'autres villes, certains commerçants ont préféré tenir boutique et ne pas suivre le mot d'ordre de grève générale. À Jaffa, c'était 100% ouvert. Alors, on va en reparler un peu plus tard et puis on se rendra également à Sarnin. Vous venez de citer cette ville arabe israélienne un peu plus tard, rejoindre notre envoyé spécial. Léa Berdugo est en ligne avec nous, donc nous y allons maintenant. Léa Berdugo, bonjour. Vous êtes donc à Sarnin, une ville arabe israélienne. On y annonçait une grande manifestation en 7 jours de grève du secteur arabe. Comment la journée s'est déroulée ? Écoutez, la manifestation a été largement suivie. 20 000 personnes se sont rassemblées pour protester et montrer leur soutien aux Palestiniens depuis le début de la vague de violence qui se déroule en Israël, en Cisjordanie et à Gaza. Alors au cours de cette manifestation, on a entendu des cris de gloire aux martyrs. D'autres manifestants ont appelé aux attaques au couteau pour défendre la mosquée d'Al-Aqsa qu'ils disent menacée par des juifs israéliens qui voudraient y reconstruire leur 3e temple. Alors nous nous trouvons en plein cœur du secteur arabe où la tension est à son comble depuis plusieurs jours. Quasi quotidiennement, des manifestations se déroulent dans plusieurs villes comme à Nazareth par exemple ou encore Ramleh ou El Fahem. La tension est donc vive. D'ailleurs, on voit une forte présence policière. Dimanche dernier, 4 personnes ont été poignardées sur la route qui relie le nord de Tel Aviv au nord d'Israël et depuis lors, des mesures de sécurité supplémentaires ont été demandées. Léa Berdugo, quel était le profil des personnes qui se sont joints à cette manifestation ? Écoutez, la manifestation a été donc largement suivie. Ce n'a pas été appelé uniquement par le mouvement islamique. C'était un mouvement de grève générale. On a vu donc des personnes d'un peu tous les milieux s'y rassembler. Beaucoup disaient être là donc en soutien à leurs frères palestiniens. Il n'y a pas eu d'affrontement tout au long de la journée. On en craignait ce soir, mais la manifestation s'est déroulée plutôt dans le calme. Merci beaucoup Léa Berdugo, en direct donc avec nous depuis la ville de Sarnin où se déroulait, vous l'aurez compris, une manifestation dans le calme, vous venez de nous le dire. La journée fut également des plus tendues, il faut le préciser, du côté de Gaza avec de nombreux affrontements entre manifestants palestiniens. Vous le voyez sur ces images qui sont allés affronter l'armée israélienne. On parle d'une 50aine d'entre eux qui ont réussi à franchir la frontière. Les soldats ont riposté avec des gaz lacrymogènes. Et je vous propose de faire le point tout de suite dans une autre ville de Cisjordanie, cette fois à Ramallah, où l'on a vu ces derniers jours également des manifestations, également des affrontements violents avec l'armée israélienne. Maël Benoliel, notre envoyé spécial, était sur place aujourd'hui. On fait le point avec lui. Oui Sarah, je suis effectivement du côté de Ramallah, siège de l'autorité palestinienne. Nous sommes ici aussi tout près de l'implantation israélienne de Bethel. Et aujourd'hui encore, comme lors de ces 7 derniers jours, des affrontements ont eu lieu tout au long de la journée. Des heurts qui opposaient évidemment jeunes palestiniens et forces de sécurité israéliennes. Gaz lacrymogène et balles de caoutchouc ont répondu aux jets de pierre et autres cocktails Molotov. Plusieurs blessés légers sont à déplorer côté palestinien, mais les esprits semblent s'être un petit peu calmés depuis quelques minutes et la tombée de la nuit. Même si en l'état actuel des choses, les gardes-frontières israéliens pourraient être de nouveau tentés de charger une dernière fois les fauteurs de troubles avant de se replier pour la nuit. De son côté, les forces de l'ordre de l'autorité palestinienne n'ont toujours pas fait leur apparition, ni lors des affrontements d'aujourd'hui, ni lors de ces 7 derniers jours. Ali Waquet, ce fut finalement une journée plutôt calme du côté de la Cisjordanie. On l'a vu, la manifestation à Sarnin s'est elle aussi déroulée dans le calme.
Oui, Palestiniens et Israéliens sont d'accord que tous les jours, il y a de moins en moins des affrontements en Cisjordanie et que l'autorité palestinienne se concentre dans ses efforts à éviter des attaques aux armes, à éviter des attaques, des bombes, suicides, etc. Là, moi, je parlais aujourd'hui à un officier palestinien qui a dit que l'autorité palestinienne ces derniers jours a réussi à éviter 32 attaques contre des cibles israéliennes en Cisjordanie et à l'intérieur d'Israël et que des militants du Front populaire gauche marxiste et du Hamas et du djihad islamique ont été arrêtés pour avoir planifié de mener des attaques à l'intérieur d'Israël et en Cisjordanie. Mais les consignes de l'autorité palestinienne sont encore ne pas confronter ces jeunes de moins en moins nombreux qui se trouvent dans les points adjacents avec les colonies israéliennes. Mais on peut suivre, quand on suit les médias palestiniens, le message, il est clair. C'est une média qui essaye d'appeler au calme sans pour autant confronter la population palestinienne qui voit qu'il n'y a pas un changement dans leur vie, dans la vie quotidienne. Il y a toujours peu d'horizons qui fait espoir à un changement politique. Ali Wakad, Mahmoud Abbas qui appelle au calme et les services de sécurité palestiniens qui interviennent pour également maintenir ce calme. Pourtant, au sein même de l'autorité palestinienne, certains tiennent un autre discours. Je vous propose d'écouter tout de suite Saeb Erekat. Dans un instant, Saeb Erekat qui nous allons l'entendre maintenant. La commission en charge du dossier à la CPI va fournir des informations sur les crimes commis contre notre peuple oppressé. Comme vous le savez, la CPI est une cour qui traite des personnes et non des États. Et sur les dossiers que nous transmettons, nous ferons porter la responsabilité sur le Premier ministre, le ministre de la Défense et sur les forces de sécurité israéliennes. La politique du gouvernement de M. Netanyahou, ce sont des exécutions, des châtiments collectifs. Vous vous souvenez des 3 maisons qui ont été démolies la semaine dernière à Jérusalem-Est, le nettoyage ethnique, la confiscation des terres, des bus et routes stérilisées, l'apartheid, la terreur des colons et la violence. Ces politiques ont enlevé l'espoir de l'esprit des Palestiniens, particulièrement la jeune génération. C'est un double discours convenu ou il y a une réelle dissonance au sein de l'autorité palestinienne ? Non, c'est un discours traditionnel d'un responsable palestinien qui accuse Israël de commettre de crimes de guerre. Je ne vois pas ici une rhétorique qui est plus grave que celle employée par Saeb Erekat même et par les responsables de l'autorité palestinienne ce dernier temps. À la veille de l'Assemblée nationale, la rhétorique de l'autorité palestinienne, le vocabulaire était beaucoup plus grave. À mon avis, Mahmoud Abbas essaye de calmer la situation pour que le quartet international essaye de à nouveau relancer un processus de paix parce que Mahmoud Abbas, il aura le Conseil national palestinien le mois prochain qui va exiger que Mahmoud Abbas implique ce qu'il a menacé de rendre les clés à Israël et d'arrêter la coordination sécuritaire avec Israël. Excusez-moi, un instant, il faut dire que remettre un peu dans le contexte les propos de Saeb Erekat, il présentait des photos de ces jeunes terroristes qui ont été abattus par les forces de sécurité israéliennes en disant que c'était un crime, c'est un meurtre et que apparemment ce n'était pas des terroristes, c'est simplement des actes de vengeance anti-palestinienne et que c'était des martyrs. C'est ça qu'il a dit. Donc il y a deux narratives. D'un côté, Benjamin Netanyahou qui s'adresse, on l'a entendu, directement à Mahmoud Abbas, Dror Ben Sapir, et de l'autre côté, la narrative aussi palestinienne qui tenterait à se poser en victime de la situation. Et il y a une espèce de double langage de la part des dirigeants de l'autorité palestinienne, parce que d'un côté, manifestement, et sur le terrain, et les consignes qui sont données aux forces de sécurité palestiniennes sont très claires, il s'agit effectivement d'éviter un embrasement qui serait bien évidemment contre l'intérêt de Mahmoud Abbas, qui pourrait lui coûter sa place purement et simplement, et qui ne profiterait qu'à ses adversaires que sont le Hamas et les autres groupes extrémistes. Par contre, il y a une ambiguïté qui est sans doute liée en partie à l'impopularité grandissante dont pâtit Mahmoud Abbas lorsque son porte-parole Nabil Abou Roidene glorifie le jeune terroriste de 13 ans qui hier s'en est pris à un gamin de son âge dans le quartier israélien Pisgat Ze'ev. L'adolescent israélien est d'ailleurs blessé grièvement, son pronostic vital est engagé. Eh bien, Nabil Abou Roidene en a parlé comme étant un martyr froidement abattu, dit-il, par les forces de sécurité israéliennes. Là, évidemment, ce genre de propos, quand ils proviennent de la bouche du porte-parole du numéro 1 palestinien,
ça calme pas les esprits. Et ce sont des déclarations que Benjamin Netanyahou a voulu condamner. Je vous propose d'écouter un extrait de sa déclaration. Et je suis si sûr que les mesures que nous allons prendre vont faire comprendre à l'autre partie que le terrorisme ne paye pas. Et ceux qui font des actes de terrorisme paieront le prix parce qu'Israël est fort et nous existerons pour toujours. Je veux aussi dire à Mahmoud Abbas, le président de l'autorité palestinienne, cessez de mentir, cessez d'inciter. Un vrai leader doit faire preuve de responsabilité. Vous devez arrêter cette incitation de l'autorité palestinienne concernant le mont du Temple, mais aussi contre les actes de défense légitimes des forces de sécurité israéliennes pour défendre les citoyens israéliens qui se défendent. Vous devez lutter contre les extrémistes qui font payer le prix à des innocents. L'incitation et le mensonge contre nous se poursuit. Je dis à l'autorité palestinienne, ne transformez pas les assassins en héros. S'il y a une dégradation en raison de cette incitation du Hamas et du mouvement islamique et de l'autorité palestinienne, vous en porterez la responsabilité. Et pour arrêter cette vague, pour ramener le calme et la stabilité, les deux peuples doivent se calmer. Ali Waked, est-ce que Mahmoud Abbas est à l'origine de cette propagande autour de la mosquée d'Al-Aqsa? Puisqu'il faut le dire, aujourd'hui, la révolte, la colère est certainement aussi ce qui a provoqué cette vague de terreur. Ne se situe pas, comme on a l'habitude de l'entendre, autour de l'occupation israélienne, mais beaucoup plus autour de cette propagande faite autour de la mosquée d'Al-Aqsa. Mahmoud Abbas a été obligé de joindre la campagne menée par les islamistes autour du mosquée d'Al-Aqsa parce qu'on ne peut pas imaginer que le président de l'autorité palestinienne contredit des Palestiniens et des musulmans qui accusent les Israéliens de vouloir changer le status quo. C'est la rue palestinienne qui fait le discours de Mahmoud Abbas ou Mahmoud Abbas peut encore avoir une influence sur cette rue palestinienne? En ce qui concerne le monde du Temple, en ce qui concerne la mosquée d'Al-Aqsa, il faut l'avouer, Mahmoud Abbas a été entraîné par les islamistes, même dans le rhétorique employée. On a entendu hier, par exemple, son ministre des Affaires étrangères, Riyad El-Malki, quelqu'un qui ne jeûne pas pendant le Ramadan, quelqu'un qui ne priait, un marxiste pur et dur, qui accuse lui aussi Israël de vouloir changer le status quo. Tout le narratif, toute cette histoire de lieux saints que l'autorité palestinienne, que les mouvements séculaires palestiniens voulaient ne pas faire mêler dans le conflit israélo-palestinien, oblige l'autorité palestinienne, même les plus modérés, à employer un langage de victime d'un côté et d'accuser Israël de vouloir changer le status quo. Comment on arrête Ali Waked aujourd'hui cette propagande? Est-ce que Mahmoud Abbas a les moyens aujourd'hui et a la volonté d'arrêter cette propagande autour de la mosquée d'Al-Aqsa? C'est très dur à le dire. Si il n'y a pas un processus